Bienvenue à Ranach, Thulé. Là on est vraiment au bout du monde, hein. On est à moins de 1500 km du pôle Nord. Il fait un temps magnifique, on est arrivé ce matin avec Germain et Bruno. Le cargo qui devait amener mon bateau hier n'est pas encore arrivé, il doit arriver normalement demain. Ils ont prévu une semaine pour le déchargement. On va essayer de voir avec eux comment on peut récupérer le bateau dans des brefs délais parce que là les conditions sont idéales. Moi je dois filer en plein dans la brume là, c'est magnifique. Northwest Passage? Yes. Crazy man. Le passage du Nord-Ouest est la route maritime qui permet de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en passant au-dessus du Canada et au-dessus de l'Alaska. Je m'apprête à ramer seul, accompagné de mon chien Tico, 6500 km au milieu d'un dédale de glace, d'icebergs et de rochers pour rejoindre le détroit de Bering. Et c'est mon bateau. Là, on a un jour et demi de boulot, rechecker, tout vérifier, rebrancher, et puis les appareils, et puis je partirai sans doute samedi matin, 10 juillet, en direction du nord pour traverser en direction du Canada. Voilà, c'est le départ. Le samedi 10 juillet à 11 h du matin. Un paysage impressionnant. Le bateau a l'air de bien marcher. Le rameur a envie vraiment de ramer. Je vais faire de mon mieux. Nous sommes le 11 juillet et nous sommes partis depuis hier. Enfin, je dis nous parce qu'il y a Germain, Bruno qui m'accompagnent avec Finn, un chasseur de Ranach, du point de départ. Et on a fait escale cette nuit dans une anse abritée au sud du Cap Parry. Et on a rencontré ici un pêcheur inuit qui faisait un bivouac. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est monsieur Ayako Henson. Et en fait, c'est le petit-fils de Mathieu Henson, qui était la première personne avec Parry, de race noire en tout cas, à avoir touché le pôle Nord en 1909. Ici, on est sur le territoire vraiment des explorations polaires. Il y a des restes de bateaux, des crânes de morses, des vieux fusils. Un grand nombre de bateaux des explorateurs ont mouillé dans cette anse abritée. Vous voyez mon bateau derrière. Ayako, thank you. Thank you. Le bateau qui vient de partir, c'est Germain, Bruno, Glenn le Suédois et puis Finns le chasseur qui est venu m'accompagner. Je me retrouve tout seul dans un endroit désertique et magnifique, très impressionnant. Je suis bloqué ici pour au moins 4 jours parce qu'il y a
une mer assez démontée en sortant du fjord où je suis protégé. Il y a énormément de glace sur la côte nord canadienne et on ne sait pas comment je vais pouvoir atterrir. Voilà, ce voyage commence assez difficilement. Le passage du nord-ouest, l'entrée n'est qu'à 500 km, mais il faut se rendre sur la ligne de départ et il n'y a pas d'autre solution pour moi que d'y aller à la rame. Il commence à pleuvoir, là c'est pas très réjouissant. J'ai tiré mon bateau hors de l'eau pour pouvoir être à terre plus facilement sans toujours être inquiet parce que quand on met le bateau au rivage, on a toujours peur que qu'il cogne les rochers. Alors pour la manœuvre, il y a un système de palan avec des roues que j'installe pendant que je suis sur la mer. Et ensuite j'accoste et je trouve un point d'ancrage. Là c'est une grosse pierre qui est située assez en hauteur. Et ensuite avec un palan, je gagne mètre par mètre. Il a fallu décharger le bateau de tout son contenu pour qu'il soit plus léger. Bon, ça devrait être un peu plus facile pour la remise à l'eau puisque ça va être en descente. C'est génial de ramer là sur un lac en fait, comme un grand lac. Je peux vous dire qu'hier soir il y avait du vent, la mer était démontée, c'était pas du tout comme ça. Enfin aujourd'hui c'est bien. Bon, j'ai plus trop les bras pour faire de la vitesse parce que j'ai ramé toute la nuit, alors il va falloir gérer le sommeil et le repos. Là je vais dormir les prochaines nuits parce que je vais sans doute mettre 4 à 5 jours pour traverser. Il y a un coup de vent qui est annoncé pour lundi soir, un coup de vent assez fort. Donc ça veut dire que je vais reculer et sans doute perdre une partie de ce que j'aurais gagné les autres jours. Enfin ça c'est le choix de tenter cette traversée à la rame. Les prévisions météo sont difficiles. Mon routeur, la Christian Dumar, travaille énormément pour me trouver le meilleur chemin, mais j'ai un petit bateau, il n'y a pas de moteur et c'est très difficile de remonter contre le vent. Alors quand les vents sont contraires et trop forts et que je recule, je mets une ancre flottante, c'est une espèce de grand parachute qui permet d'ancrer le bateau dans l'eau pour freiner la dérive. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Là, je rame depuis très tôt ce matin. Et là, le vent montait. Il y avait beaucoup de vagues et je ne pouvais plus ramer. Alors voilà. Donc on a un caisson qui est complètement étanche pour tout le circuit électrique. Donc là c'est ce que je regarde toutes les nuits. Ça me donne là la vitesse du vent, 15 nœuds, la dérive, mon cap, là je fais du sud-est à 161 degrés. Mon coin cuisine, un petit peu fourre-tout aussi. Là-bas en dessous, il y a un appareil à désaliniser l'eau. Là, je vois que le ciel est en train de devenir nuageux. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer cette nuit. Le vent va peut-être tomber, donc il faudra que je me relève à ce moment-là. Donc j'ai un peu un rythme. Il n'y a plus vraiment de jour, de nuit. D'autant plus qu'il y a la lumière tout le temps, puisque le soleil ne se couche pas. Et voilà, au milieu de la mer de Baffin. On est bien au-delà du cercle polaire. Je mets mon petit réveil à sonner toutes les heures et demie à peu près pour faire la veille sur les icebergs et puis à regarder les conditions, comment évoluent les conditions météo. C'est vrai que c'est un gros morceau. J'ai hâte quand même de retrouver le détroit de Lancaster et le parcours côtier et j'ai hâte d'avoir un compagnon à bord qui logera avec moi
au fond de la cabine. Là, finalement, j'ai décidé que j'allais pas le laisser dormir dans la petite cabine avant, c'est un peu triste, donc on va s'organiser. Tico, il ira derrière mes pieds, il me tiendra bien chaud d'ailleurs, et ça sera beaucoup plus sympa, et pour lui et pour moi. C'est le premier jour dans les glaces et je me suis fait prendre par une grande langue de banquise. Donc je longe en essayant de trouver une veine d'eau. Ça fait 2 heures que ça dure et j'aimerais mieux être arrivé dans le détroit de Lancaster. Voilà. « 29 juillet 2010, je viens de terminer la traversée à la rame de la mer de Baffin et je suis arrivé au Canada. J'emboucle maintenant le détroit de Lancaster qui marque l'entrée officielle du passage du Nord-Ouest. Il vient de m'arriver un accident, je me suis retrouvé à la côte, le vent était tellement fort, j'ai pas réussi à lutter contre le vent et mon bateau a été entraîné au milieu des plaques de banquise. J'ai cassé mon safran que je viens de réparer. Je suis en combinaison de survie, là étanche, la côte est à 200 mètres, j'ai donné ma position à mon équipe. On attend de voir si les plaques se dégagent et si je vais pouvoir sortir. J'ai l'impression que oui. Donc je ne vais pas traîner et remballer. Je me suis abrité dans une baie hier soir, juste sous le cap Ricketts. Je viens de vivre les 2 jours les plus terribles de ma vie, avec 2 coups de vent pas trop annoncés. Voilà, c'est assez dur. Je suis quand même passé 2 fois près de la catastrophe. Je suis passé 2 fois à l'eau. Il fait 0 degré, là 3 degrés dans la cabine. Comme il fait gris, mes panneaux solaires ne chargent pas et je peux même pas utiliser mon chauffage. C'est vraiment très dur comme environnement. Je viens d'appeler mes 2 partenaires, là, Jérôme et Christian, qui ont été vraiment très chouettes, qui m'ont dit que ce qui comptait, c'était pas le record du Nord-Ouest, qui s'en fichait, à vrai dire, mais que ce qui comptait avant tout, c'était ma sécurité. Donc on reparamètre un peu le voyage, je vais aller moins vite, m'abriter plus souvent et surtout éviter de mettre ma vie en danger comme je l'ai fait ces 2 derniers jours. Je pense que j'ai voulu suivre un tableau de marche pour essayer de faire ça en 2 ans et je me rends vraiment compte que c'est pas possible. J'ai eu le routeur, la Christian, qui peut pas me donner beaucoup d'informations puisque il fait gris depuis plusieurs jours, donc il n'y a pas de photos satellite. Et s'il n'y a pas de photos satellite, il n'y a pas de carte des glaces. C'est ce que les Canadiens mettent sur leur site. Voilà les projets. Je me prépare à une super longue nuit en perspective parce qu'il est 8h30 du soir. Je vais dormir jusqu'à 5h du matin au moins. J'ai soigné tous mes bobos. Voilà, la journée, je ne vais pas dire que c'était récupération, mais j'ai pris soin quand même des organes essentiels du rameur et de son bateau.
2010, après 30 jours de navigation, j'arrive enfin à Resolute Bay, première étape de mon voyage. Voilà, donc nous sommes à la première étape à Resolute. On vient de tirer le bateau hors de l'eau. On a trouvé un hangar pour effectuer le check, les réparations, le nettoyage. « 20 août 2010, les glaces ont envahi la baie de Resolute. Je patiente ici depuis 10 jours. » Effectivement, j'avais mal supporté cette solitude. J'avais eu un sentiment, voire d'abandon, même pendant Ram Guyane. Et je n'avais pas bien préparé cet aspect-là, d'un point de vue mental. Et je me suis dit que ça serait intéressant de refaire pour essayer de le refaire mieux. Nous sommes arrivés avec Marie Labrosse, qui est une psychologue de notre équipe aussi, à aider Mathieu à construire en fait une checklist mentale. C'est comme ça que lui avait décidé de l'appeler, pour un petit peu décortiquer chaque jour, faire le point sur ses états, sur son état mental. Il y avait plusieurs contraintes, notamment la contrainte que ça devait être simple et court. Ce test, au final, donnait un score journalier à Mathieu, auquel nous avions attribué certains niveaux d'alerte. Au final, Mathieu ne m'a appelé qu'une seule fois pendant le voyage pour me dire qu'il allait bien. La rationalisation étant une telle nécessité dans des épreuves comme celle-ci, on va recourir, et c'est ce que Mathieu a dû faire tous les jours, recourir au schéma inverse, où c'est la rationalisation qui doit l'emporter sur les émotions. C'est-à-dire qu'il doit avoir une appréhension des situations telle qu'il a la capacité de mettre en œuvre extrêmement rapidement les stratégies, afin que les émotions que la situation que les situations différentes lui apportent puissent être surmontées et surmontées déjà quasiment a priori. C'est un des rôles d'ailleurs de la préparation mentale et de ce qui a pu être fait entre Mathieu et Mathias avant de partir, essayer d'imaginer les situations dans lesquelles on va être pour voir un peu comment on va pouvoir les appréhender. Le temps devient gris, il faut y aller.
Chico. Chico, viens là, viens là. Viens. Tiens. Tiens le son. Tiens. Voilà la journée la plus chaude du passage. C'est la pause de midi. Je suis tout près des îles de la Société Royale Géographique. Alors je sais pas trop ce que c'est que cette société, mais en tout cas c'est des îles magnifiques. Et ce qui est génial, c'est que je peux m'arrêter souvent avec Tico. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de vagues et il y a des rivages faciles d'accès. C'est la plage idéale comme on n'a jamais vu. Alors mon chien, pas trop dur la journée. Trempé, 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 trempé. Alors, comme tous les soirs, une bonne soupe. Avec un sachet de semoule, j'ai la flemme de cuisiner. Hein? Toi t'as déjà mangé toi? Le chien, pas très content d'être dans son petit coin là-bas. Hein. Nous sommes le samedi matin 4 septembre, il est 7h30 du matin. Je suis tout proche de l'arrivée et je peux pas ramer ce matin. Il y a une grande bande de glace qui dérive de Géniline. Et complètement par hasard, j'ai rencontré hier alors que c'est un endroit où il n'y a aucun bateau, un bateau à moteur très rapide là, qui fait le tour fait le passage du nord-ouest, un Zodiac, avec 3 moteurs de 300 chevaux. Et j'ai pris leur téléphone, ils ont un bateau d'assistance et en fait ils sont mouillés à 20 000 d'ici, donc je les ai appelés là ce matin pour leur expliquer la situation. Donc ils vont me remorquer juste sur 15 000 pour passer cette pointe de glace et que je puisse rallier à la rame Cambridge Bay qui est encore à peu près 2 jours de rame. C'est marrant comme dans ce voyage j'ai eu plusieurs fois des aides à des moments vraiment dramatiques. Ça me montre bien que ce parcours n'est pas fait pour un bateau, à rame et c'est ce qui me conforte dans ma décision
d'arrêter l'expédition Tycho à Cambridge Bay, de ne pas revenir l'an prochain. Je suis passé un petit peu entre les balles cette année. C'est pas la peine de recommencer l'expérience et de risquer ma vie et surtout celle de Tycho l'an prochain. Voilà, d'autant plus que finalement je me suis aperçu qu'il faudrait non pas 2 années pour faire le passage du Nord-Ouest en entier, mais plutôt au moins 3 années. Voilà, je suis bien content d'en terminer. Moi, c'est mon 57e jour aujourd'hui depuis le départ. Ça fera donc une expédition de 2 mois. C'est quand même assez long et j'ai hâte de retrouver mes proches. 5 septembre 2010. Les 48 heures qui vont suivre sont les plus terribles de ma vie. Lundi 6 septembre, c'est mon 59e jour depuis le départ. Je pensais arriver aujourd'hui, là, puisque je suis à 30 000 de Cambridge Bay. J'essuie en fait une terrible tempête et je suis prisonnier d'une bande de vieilles glaces en grand danger. Je suis pas loin de la côte, c'est assez dangereux. Il y a des vagues monstrueuses, je suis enfermé à l'intérieur du bateau. Je dérive, j'ai mis mon ancre là. J'espère aussi que Germain pourra trouver ce bateau pour venir à ma rencontre. Heureusement, Germain est arrivé à Cambridge Bay et organise les secours. Il y a encore des glaces et le temps peut très vite tourner. J'ai croisé un bateau qui m'a un peu remorqué il y a 2 jours et je leur ai confié Tycho. Tycho qui va bien, qui est à terre. Et en réalité, je dois attendre 3 jours pour voir les secours enfin me rejoindre et le bateau des Coast Guard qui me tire jusqu'à Cambridge Bay.